Bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. Nous allons bientôt commencer la présentation. J'aimerais savoir déjà, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien ce qui s'affiche à l'écran et que vous m'entendez correctement? Je vous remercie. Si vous pouvez mettre un petit message dans le chat. Parfait. Très bien. Je propose de commencer ce webinaire. Voilà, c'est un webinaire sur l'éco-responsabilité et comment intégrer les principes d'éco-responsabilité dans les projets IT. Au sommaire de ce séminaire, nous allons voir donc une présentation de moi-même et d'IOCéan, un petit point sur les enjeux et défis de l'éco-responsabilité dans les projets IT, comment rédiger au niveau de votre cahier des charges ce qui est nécessaire de rédiger pour intégrer l'éco-responsabilité dès cette phase importante. Les avantages de l'éco-conception, à la fois pour votre entreprise, mais aussi pour votre projet ou vos projets IT. Quelques exemples de projets que nous avons réalisés de notre côté dans ce sens d'éco-responsabilité. Une conclusion et ensuite une phase de questions-réponses. Donc, présentation un petit peu de ma personne. Je suis Christophe Champion. Je suis cofondateur et directeur technique de la société IOCéan. Donc je suis développeur depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai commencé par le développement, je me suis orienté un petit peu vers la conduite des équipes et du suivi de projet. Et puis je suis ensuite passé responsable R&D d'une grosse structure avant de monter mon entreprise IOCéan avec Nicolas Bertrand, mon associé. Donc IOCéan, on est une ESN qui existe depuis 2001, donc plus de 20 ans d'existence et d'expérience. Donc notre métier nous demande de se tenir au courant des nouvelles technologies et des nouvelles choses qu'on peut mettre en place en fait sur les différents projets. Et nous sommes ESN et aussi éditeur d'une solution de suivi d'affaires et de gestion de projet pour les sociétés de services. Ce qui nous amène en fait à avoir la double compétence, à la fois proposer des solutions qui soient utilisables par un grand nombre en tant qu'éditeur et aussi des projets spécifiques pour des clients au fur et à mesure des demandes. Alors nous allons donc commencer par la problématique centrale de ce webinaire, hein, c'est-à-dire l'éco-responsabilité. Pourquoi, enfin, quelle est la demande et quelles sont les attentes en termes d'éco-responsabilité aujourd'hui dans le monde de l'IT. Un petit rappel sur la problématique de consommation et l'empreinte carbone de l'IT dans le domaine mondial. Donc aujourd'hui, la consommation électrique des services numériques représente 10% de la consommation annuelle en France. Donc ça, c'est une enquête de l'ADEME de 2020. Donc les chiffres vont peut-être un petit peu évoluer depuis, mais ça reste à peu près dans ces ordres-là. Ce qui représente la consommation de 8,3 millions de foyers en France, ce qui est quand même pas négligeable. Alors on entend par service numérique tous les services liés au numérique, notamment aussi la consultation des réseaux sociaux sur les smartphones, Netflix par exemple, ce genre de choses, tout ce qui consomme du numérique. C'est pas seulement des projets IT, mais voilà, c'est au sens large. En termes de ressources, sur une année, ça représente à peu près 62,5 millions de tonnes de ressources pour produire tous les équipements numériques nécessaires en France. Et l'ensemble des consommations de l'empreinte carbone représentée par l'IT et les services numériques en France représente à peu près l'équivalent de 2259 km en voiture par habitant, ce qui est loin d'être négligeable. Ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est que le matériel informatique connaît une chaîne de fabrication assez importante qui passe d'abord par l'extraction minière de ressources nécessaires pour créer les composants, ce qui est très
très gourmand et très polluant et très gourmand en empreinte carbone. Ensuite, l'assemblage de ces différents composants pour créer le produit fini, bien souvent très loin de chez nous. Le transport de ce matériel jusqu'au lieu de vente, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on part sur la fabrication d'un ordinateur portable à peu près 2 kilos, on mobilise environ 600 kilos de matières premières pour pouvoir construire cet ordinateur. Et l'équivalent CO2 représente à peu près 103 kilos pour la fabrication de l'ordinateur portable sur les 156 kilos émis sur l'ensemble du cycle de vie de l'ordinateur. Donc la construction est vraiment une part très importante dans le poids de l'empreinte carbone des matériaux informatiques. Et bien entendu, les équipements se multiplient aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2020, on estime que l'empreinte carbone nationale représente à peu près 2,5 des services numériques représentent à peu près 2,5% de l'empreinte carbone globale de la France, mais qu'en 2040, on sera plutôt autour des 6,7%, si tout continue au rythme actuel. Pourquoi donc pour essayer de limiter ces empreintes carbone et ces impacts environnementaux, il y a différentes normes et règlements qui sont apparus au cours des années, et plus particulièrement en Europe. L'Europe est un des endroits précurseurs dans le monde pour essayer de limiter ces impacts. Donc, par exemple, en 2018, une directive européenne sur l'économie circulaire a été promulguée pour encourager la réutilisation des équipements et favoriser au maximum le recyclage et la réduction des déchets. Donc ça a bien entendu des incidences sur la gestion des déchets et particulièrement pour les équipements informatiques. C'est pas cette directive n'est pas à destination exclusivement du matériel informatique, et demande notamment à ce que l'on traite et on gère la gestion de fin de vie de ces équipements. En 2019, toujours au niveau européen, un règlement a été mis en place en termes d'éco-conception pour tout ce qui concerne les data centers, donc les serveurs et le stockage des données, ce qui amène des exigences en termes d'éco-conception au niveau de ces data centers. Il faut vraiment mettre ça en avant lorsqu'on construit de nouveaux data centers. Donc le but de ce règlement, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique, de diminuer au maximum les impacts environnementaux. Et donc, un des buts, un des objectifs de ce règlement, c'est d'arriver à une économie annuelle d'énergie d'environ 9 TWh sur l'année, ce qui représente à peu près la consommation annuelle d'électricité de l'Estonie en 2014. Donc, depuis, ça a peut-être un petit peu évolué, mais voilà, c'est quand même une réduction très importante. En 2021, là pour le coup, c'est au niveau français qu'on une loi a été promulguée pour faire converger la transition numérique et la transition écologique. Donc le but de cette loi, c'est de responsabiliser les acteurs du numérique, que ce soit les consommateurs, les professionnels, mais aussi le secteur public. Et le but, c'est d'arriver à limiter la fabrication de terminaux numériques pour essayer de réutiliser au maximum. Donc le principe, c'est de rendre plus opérationnel possible le délit d'obsolescence programmée, un terme que je pense que vous avez déjà entendu assez régulièrement. D'essayer de lutter aussi contre ce qu'on appelle l'obsolescence logicielle, c'est-à-dire le fait de se dire qu'au bout d'un moment, les outils ne seront plus utilisables et qu'on sera obligé de passer sur une nouvelle version des différents outils, mais aussi potentiellement de changer, quand je parle d'outils logiciels bien sûr, mais aussi donc pour passer sur cette nouvelle version, de changer possiblement les terminaux numériques, ce qui veut dire qu'on va consommer plus. Et enfin, d'informer le consommateur sur les principales caractéristiques qui vont être demandées pour chaque mise à jour des appareils numériques. Lorsqu'on fera une mise à jour d'un système d'exploitation, par exemple, le consommateur doit être informé de notamment l'espace de stockage nécessaire et éventuellement de son impact sur les performances de son appareil numérique. Toujours en 2021, une autre loi a été promulguée concernant le gaspillage et le développement de l'économie circulaire.
le but de cette loi, c'est toujours effectivement de permettre de changer le modèle de production et de consommation, c'est-à-dire plutôt que de passer sur je change mon matériel et je rachète de nouveau très régulièrement un nouveau matériel, essayons au maximum de faire durer les produits le plus longtemps possible pour limiter les déchets et pour pouvoir préserver les ressources naturelles ainsi que la biodiversité et le climat. Et en janvier 2024, par exemple, un indice de durabilité sera absolument nécessaire sur tous les matériaux numériques, sur tous les équipements numériques, pour prendre en compte le fait que ce matériel pourra fonctionner plus longtemps, sera facilement réparable et sera plus fiable. Indépendamment de cet aspect législatif qui contraint un peu les entreprises, il faut bien prendre en compte qu'il y a aussi des attentes du point de vue des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants sur le côté éco-responsabilité. Donc une première attente, c'est concernant la durabilité des produits. Donc ça rejoint un petit peu les lois qui ont été promulguées. Aujourd'hui, les consommateurs ne souhaitent pas nécessairement changer de produit de tous les 4 matins, très régulièrement. Ils souhaitent plutôt avoir des produits qui peuvent durer le plus longtemps possible et qui peuvent utiliser le plus longtemps possible. Donc pour eux, ce qui est très important, c'est qu'un produit soit durable, qu'il soit fiable, qu'il ne tombe pas en panne de manière inopinée ou au bout de 2 ans d'utilisation, comme ça peut arriver sur certains matériaux, certains terminaux, et aussi qu'il soit facilement maintenable. Qu'on puisse, lorsqu'un appareil tombe en panne, qu'on puisse le réparer facilement. Si mon smartphone tombe en panne, si mon écran est cassé, que je puisse changer facilement mon écran sans être obligé forcément de racheter un nouveau smartphone. Donc le but de ça, c'est d'éviter l'obsolescence programmée. Donc ça rejoint effectivement les lois précédentes, et ça permet aussi de valoriser l'achat de produits de qualité qui peuvent être réparés, mis à niveau facilement. Une des autres attentes des consommateurs, c'est le côté efficacité énergétique. Ça, c'est une des préoccupations majeures aujourd'hui, notamment avec l'augmentation du coût de l'énergie. Donc mettre en place et proposer des produits qui sont le moins énergivores possible, donc forcément plus économes, ce qui veut dire que d'un côté, on consommera moins et donc ça nous coûtera moins cher pour utiliser ces différents produits, mais aussi que ça contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre puisqu'on aura moins besoin de consommer. Et donc là, il y a différentes certifications, comme par exemple Energy Star, qui permet de savoir un petit peu les bilans en termes de consommation des différents outils équivalents. Un besoin aussi du point de vue des consommateurs, c'est d'avoir une transparence et de la communication sur les différentes choses qui sont mises en place par les entreprises, notamment tout ce qui concerne les pratiques de production. Comment vont être produits les appareils, les chaînes d'approvisionnement, s'assurer qu'on utilise des matières premières recyclées ou les plus propres possibles, qui dégradent le moins possible l'environnement. Quelles sont les politiques de recyclage et d'élimination des différents déchets de ces produits, et quelle est l'empreinte environnementale globale des produits qui sont fabriqués. Il y a une vraie attente des consommateurs en termes de communication là-dessus, en faisant très attention à faire une communication réelle, c'est-à-dire ne pas tomber dans du greenwashing où on se retrouve avec des entreprises comme Total qui affirment qu'ils sont verts dans les publicités et qui en fait continuent à aller forer dans des champs. Je sais pas là. Donc, enfin, dernier point important attendu par les consommateurs, c'est le côté responsabilité sociétale, donc sociale au niveau des entreprises. Vérifier que les pratiques en termes de commerce sont des pratiques éthiques. Alors, c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup dans l'agriculture avec les différents labels Max Havelaar et ainsi de suite, mais on trouve aussi de plus en plus sur les produits informatiques, en tout cas avoir des informations là-dessus, et notamment en termes de respect des droits des travailleurs et vérifier que la production de matériel n'a pas d'impact négatif sur les communautés locales lorsque les matériaux sont produits à l'étranger. Donc là, on a vu toute la partie, les attentes du marché et les attentes législatives. Nous allons voir dans cette partie comment intégrer de votre côté en termes, lorsque vous allez rédiger un cahier des charges pour un projet au niveau IT,
intégrer ces contraintes et ces attentes directement au niveau de votre cahier des charges pour pouvoir suivre ce besoin et proposer des projets qui respectent effectivement ces problématiques. Donc la première chose à faire, c'est de définir des objectifs clairs de votre côté sur votre projet. Qu'est-ce que vous voulez sur quel point particulier vous voulez réduire la consommation, réduire l'empreinte environnementale de votre projet, faire en sorte que votre projet sera le plus green possible en termes d'utilisation par vos utilisateurs. Les définir clairement, ça va vous permettre d'orienter toute la conception et toute l'exécution du projet par la suite du projet. Et donc, voilà, définissez vos objectifs clairement dès le départ avant la rédaction du cahier des charges. Une fois que ces objectifs ont été clairement définis, vous pouvez effectivement directement les intégrer dans votre cahier des charges. Par exemple, spécifier que vous souhaitez utiliser des produits ou des composants réutilisables, que vous souhaitez vous avez un focus particulier sur la consommation énergétique de votre projet, sur l'hébergement, sur le fait que vous souhaitez limiter au maximum le nombre de serveurs et ce genre de choses. Une fois que vous avez fait rédiger votre cahier des charges en ce sens, vous allez pouvoir choisir les fournisseurs éco-responsables qui vont pouvoir répondre à ce projet. Et donc, pour cela, il y a tout un tas de critères qui vous permettent de définir quels sont les fournisseurs qui peuvent effectivement répondre à vos attentes. Il y a un certain nombre de certifications qui peuvent exister, comme par exemple la ISO 14001 pour la partie gestion environnementale, qui sont toujours des choses, toutes les certifications ISO sont des choses assez lourdes et assez contraignantes à mettre en place. Mais il existe des choses aussi un peu plus simples et qui sont aussi très, très valorisées. C'est la notion de label. Il y a un certain nombre de labels aujourd'hui qui existent, qui garantissent que les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé sont éco-responsables, comme le label Envol par exemple. Et vous pouvez aussi être attentif à des politiques de responsabilité sociale mises en place par ces entreprises. Quelles sont-elles, qu'elles vous les présentent, enfin voilà, qu'elles vous expliquent tout ça. Le fait de travailler déjà dès le départ avec des fournisseurs qui proposent une politique éco-responsable, ça vous permet effectivement d'avoir de votre côté une sécurité en termes de éco-responsabilité de votre projet. Une fois que vous avez fait ça, donc une fois que le projet, on va dire, a été lancé et commence à démarrer, un point très important, ça va être de sensibiliser vos équipes et vos partenaires sur ces enjeux environnementaux. Il ne suffit pas qu'ils sachent et qu'ils soient éco-responsables, il faut aussi valider avec eux, avec les partenaires et également avec vos équipes internes, ce que vous allez faire pour effectivement faire que votre projet soit le plus éco-responsable. Par exemple, si vous avez besoin de faire des déplacements réguliers pour assurer votre projet, sensibiliser vos équipes au fait de privilégier les transports, le train, les transports en commun ou le covoiturage, et éventuellement même privilégier la visioconférence. Aujourd'hui, c'est un mode de communication qui fonctionne très très bien. Nous, on l'utilise beaucoup en interne. Voilà, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs depuis le Covid et ça peut être une bonne pratique à mettre en avant pour effectivement limiter l'empreinte carbone pour des réunions. Une fois que vous avez défini tout ça et que tout est en place, vous allez pouvoir mettre en place des indicateurs pour le suivi de votre projet qui vont vous permettre de mesurer la performance environnementale et éventuellement l'évolution de la performance environnementale de votre projet. Donc, pour cela, si vous travaillez avec des hébergeurs, vous pouvez leur demander des informations sur la partie éco-responsabilité de leur projet. Vous pouvez aussi vérifier des choses en termes de performance au niveau de votre application, si les temps de réponse sont rapides sans forcément avoir des machines hyper configurées. C'est un bon élément qui permet de savoir que l'application va être plutôt optimisée. Le trafic réseau, est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les machines ou relativement peu. Enfin, il y a tout un tas d'éléments que vous pouvez mettre en place en termes d'indicateurs qui vont vous permettre de valider, de vérifier que votre projet rentre dans les critères d'éco-responsabilité que vous avez définis en amont. Et ensuite, une fois que ces indicateurs ont été définis, il faut les mesurer et les évaluer régulièrement
pour voir effectivement l'avancée de ces indicateurs, voir comment les choses peuvent s'améliorer. Si vous n'êtes pas satisfait, par exemple, des temps de réponse, demandez à votre prestataire d'améliorer les choses et vérifier qu'effectivement, derrière, il y a un impact et qu'au final, le résultat est plus en adéquation avec vos attentes environnementales. En termes de critères que vous pouvez mettre en place justement dans cette partie rédaction du cahier des charges, de critères qui vont vous demander, qui vont vous proposer des objectifs environnementaux sur votre projet. Il y a des critères en termes de réduction des coûts de l'énergie énergétique. Donc forcément, quand on réduit les coûts énergétiques, on réduit la consommation de CO2 pour le projet défini. Donc par exemple, demander à utiliser des composants à faible consommation au niveau de votre hébergement. Vous pouvez aussi vous porter plus sur des hébergeurs éco-responsables qui vont proposer des solutions par rapport à ça. Et ce que je disais tout à l'heure, réduire la bande passante nécessaire pour le transfert de données, ce qui va vous permettre de garantir qu'il y aura moins de consommation de bande passante, donc forcément un projet qui sera utilisable avec moins de nécessité de consommation énergétique. Vous pouvez mettre aussi en place des stratégies de gestion de l'énergie. Par exemple, sur vos parcs en interne, vous pouvez mettre en place des systèmes de veille automatique, même au niveau des serveurs. Si vous savez que votre serveur n'est pas utilisé la nuit, mettre en place un système qui va le mettre dans un mode stand-by, qui va permettre de moins consommer. Et également, point très important, sensibiliser et former vos collaborateurs, notamment sur tous les petits gestes de la vie quotidienne, hein, qui sont baisser la clim, augmenter le chauffage. Bon, il y a des campagnes gouvernementales qui existent là-dessus, mais c'est important aussi d'en tenir compte dans le monde du travail. Mettre en place aussi des interrupteurs communs, par exemple, on a mis en place ça chez nous, on a des open space et à la sortie de l'open space, on a un interrupteur qui automatiquement coupe tout. C'est-à-dire que même si des gens ont oublié d'éteindre la lumière et obligés d'éteindre leur ordinateur, ça le coupe de manière automatique, avec possibilité dans certains cas de désactiver sur un poste particulier cet interrupteur si on a besoin de faire un traitement pendant toute la nuit. Point aussi important que vous pouvez mettre dans votre cahier des charges, c'est tout ce qui concerne l'augmentation de la durée de vie des produits. Par exemple, le fait de garantir que votre prestataire assurera une maintenance régulière des matériels et des produits pour pouvoir mettre à jour, réparer et faire évoluer les équipements sans avoir besoin de les changer. De la même manière, pensez à faire des mises à jour régulières des logiciels, ce qui permet très souvent de réduire les coûts et les problèmes de compatibilité et d'augmenter les performances, plutôt de garder des performances optimum tout au long de l'utilisation de votre produit. Et ensuite, mettre en place de votre côté une politique pour gérer l'obsolescence, c'est-à-dire que essayer de se limiter au maximum en termes de remplacement de matériel et vraiment limiter ce remplacement aux besoins effectivement réels. Une fois que vous avez mis en place toutes ces politiques, ça va effectivement vous donner l'impression ça donne l'impression qu'on a besoin de mettre en place beaucoup de critères et beaucoup de contraintes. Mais derrière, c'est très important pour l'image de marque de votre entreprise et ça va vraiment permettre d'améliorer les choses pour la suite. Donc, on va voir quelques avantages en fait qui arrivent avec la mise en place de l'éco-responsabilité. Donc déjà, vous allez sans doute avoir une différenciation concurrentielle. Aujourd'hui, toutes les entreprises ne sont pas encore orientées vers ce critère-là, ou certaines de manière un peu fictive. Donc le mettre en place et l'instituer de manière réellement opérationnelle, ça vous permet de vous distinguer de vos concurrents. Ça permet aussi d'attirer l'attention des consommateurs qui sont de plus en plus, comme on le disait tout à l'heure, sensibles à ces informations. Ça permet d'attirer leur attention et donc forcément de faire que votre entreprise va monter un petit peu en termes d'attrait pour ses consommateurs. Et ça va aussi permettre de renforcer la confiance des consommateurs si, bien entendu, votre communication n'est pas juste du greenwashing. Ça, c'est la pire des choses, puisque pour le coup, la confiance qui va pouvoir monter va descendre 10 fois plus vite. Donc, faites très attention à ça. Donc, améliorer la confiance et renforcer la fidélité à la marque, ce qui est aussi un critère très important en termes de consommation. Ça va vous permettre aussi d'améliorer votre réputation et votre crédibilité. Toujours, hein, si votre communication est vraiment transparente et réelle. Donc,
Vous allez pouvoir démontrer que vous avez une capacité à innover, notamment dans le domaine de l'éco-responsabilité. Ça, c'est un point très important. Favoriser la confiance aussi des investisseurs et des partenaires commerciaux, éventuellement du secteur public. De plus en plus de marchés aujourd'hui, de marchés publics intègrent cette notion d'éco-responsabilité dans leur demande. Donc, c'est important de pouvoir les mettre en avant. Et un point aussi très important, c'est que ça va vous permettre d'attirer des nouveaux talents. De plus en plus, nous on le rencontre beaucoup aujourd'hui dans notre entreprise, et je pense que vous êtes sans doute concernés par ça aussi. Les jeunes aujourd'hui sont vraiment très très sensibles à ces problématiques d'éco-responsabilité, et ils ont besoin de donner du sens à leur travail, et le fait de se dire on réalise des projets en essayant de faire en sorte que on respecte au maximum l'environnement et faire des choses le plus propre possible, c'est très important pour pouvoir récupérer des talents intéressants. Bien entendu, il y a le côté conformité réglementaire. On a vu qu'il y a un certain nombre de lois qui arrivent ou de règlements qui sont mis en place au fur et à mesure. Il y a un moment où il faudra absolument respecter ces choses-là, et si vous n'avez pas un petit peu anticipé et essayé de mettre en place des choses qui vont permettre de faciliter cette partie-là, il y aura des sanctions derrière qui potentiellement pourront être importantes. Ça peut aussi vous permettre, le fait de respecter ces conformités, d'obtenir des subventions sur certains critères. De temps en temps, on a des subventions qui peuvent être affectées à, par exemple, aujourd'hui, en termes de crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation, le côté environnemental, si vous faites des travaux spécifiques pour améliorer l'environnement, c'est un critère qui peut être mis en avant et qui peut vous permettre de justifier des projets là-dessus. Et enfin, ça va vous donner effectivement une image de marque de responsabilité environnementale. Donc ça démontre effectivement votre engagement dans le but de protéger l'environnement au maximum, de mettre en avant des solutions durables et de vous positionner comme une entreprise soucieuse de réduire son impact écologique. Donc, par rapport à ça, je vais vous présenter quelques projets qu'on a pu mettre en place dans le cadre de notre éco-responsabilité. Donc, nous avons réalisé, par exemple, un outil pour une compagnie aérienne il y a quelques années, qui a été, en fait, le besoin du client était de pouvoir fournir à ses pilotes des documents. Ils sont obligés de fournir un certain nombre de documents comme le plan de vol, enfin tout un tas d'informations, donc des centaines de pages de documentation pour les pilotes lorsqu'ils vont effectuer un vol. Donc, la plupart du temps, ces documents sont à usage unique, puisque un plan de vol, c'est spécifique à chaque vol. Il va y avoir la météo, il va y avoir tout un tas d'informations dedans qui sont vraiment spécifiques. Donc, une grosse consommation en termes d'impression et de papier, et aussi un coût important pour réaliser ces impressions. Donc, pour répondre aux besoins, en fait, on a proposé de mettre en place une application sur une tablette, alors une tablette durcie avec tout un tas de contraintes pour être sûr qu'elle ne puisse pas tomber en panne pendant le vol, bien entendu, c'était la moindre des choses. Et donc, la possibilité de consulter ces documents directement sur la tablette, téléchargés. Donc, la tablette était en fait remise, une fois que le vol avait été fait, était remise dans les mains de la compagnie, qui pouvait la réinitialiser, la retélécharger pour un nouveau vol. Et voilà, ça permettait de limiter énormément la partie consommation de papier et de temps. Un autre développement, nous avons développé une application pour un éditeur il y a à peu près une dizaine d'années. Ces éditeurs avaient à l'époque 2 ou 3 clients. Il a multiplié le nombre de clients de manière importante, et la façon dont l'application avait été développée à l'origine nous obligeait à chaque fois qu'on avait un nouveau client de configurer un nouveau serveur, d'installer une nouvelle machine. Voilà, c'était l'application développée une dizaine d'années, donc forcément en termes d'ergonomie, les choses ont évolué assez rapidement au cours des temps, donc il y avait des choses à améliorer en termes d'ergonomie et d'interface, et les performances n'étaient pas non plus forcément au rendez-vous, puisque à la fois le nombre de clients a augmenté, mais le volume de données a été augmenté aussi de manière significative. Donc le besoin du client était à la fois de refondre la partie ergonomique de l'application, d'améliorer les performances de l'application, et aussi de réduire les coûts au maximum en termes d'hébergement. Donc pour cela, en fait, ce que nous avons fait, déjà, première chose, nous avons réalisé une refonte graphique et ergonomique de l'application, ce qui nous a permis de simplifier
l'interface, c'est un des points très importants aussi en termes d'éco-conception. Bien penser à essayer de faire au plus simple. Ne pas commencer à imaginer tout un tas de figures qui n'arriveront pratiquement jamais, voire jamais. Donc, essayer d'être le plus efficace possible, faire quelque chose de plus simple, ce qui permet de limiter les traitements, de limiter les échanges et donc de faire que l'application soit plus éco-responsable. Nous avons mis en place aussi ce qu'on appelle le multitenant au niveau de l'application, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une base de données pour chaque client, nous avons modifié la structure de la base pour pouvoir en fait gérer dans une même base de données plusieurs clients et bien sûr ne pas partager les informations entre ces différents clients, ce qui a permis pour le coup un gain très important en termes d'hébergement puisque on a réduit à peu près par 10 le coût d'hébergement. Voilà, ça c'est un point très important. Et en réécrivant cette nouvelle structure multitenant, nous avons aussi optimisé le back-end pour améliorer les performances, pour avoir des temps de réponse bien supérieurs à ce qui était précédemment. Donc, forcément, des temps de réponse plus rapides, ce qui veut dire moins de consommation, moins de bandes passantes, moins de voilà. Dernier projet qu'on est en train de mettre, enfin qu'on a mis en place et qu'on continue à faire évoluer, c'est à partir du moment où vous voulez mettre en place des sites web, un point important, c'est de créer des sites web éco-responsables. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui existent. WordPress, par exemple, est la plus connue, qui permettent d'éditer, d'avoir un éditeur et de produire des sites web facilement. Là, le principe, c'était de pouvoir mettre dans les mains d'un utilisateur quelque chose de très simple, sans avoir de compétences informatiques, donc quelque chose d'encore plus simple en termes d'utilisation que WordPress. Alors bien sûr, ça ne s'adresse pas à tous les sites web que peuvent générer WordPress, c'est plutôt sur des sites web type institutionnel ou en tout cas où on passe de l'information. Donc le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très très simple pour l'utilisateur et surtout de pouvoir générer du contenu, éditer simplement du contenu, éditer des textes, éditer des images, proposer des choses, mais générer ce contenu de manière statique, c'est-à-dire on va directement créer du contenu qui va être hébergé par des serveurs web classiques, très très simples en termes d'utilisation et les moins gourmands possibles en termes d'énergie. Donc le principe, une fois qu'on a mis en place cette solution, l'éditeur, enfin l'utilisateur peut modifier son contenu, a un bouton pour générer son site, et le site hébergé va pouvoir être hébergé sur un système très peu gourmand en termes d'utilisation, et va pouvoir aussi pouvoir facilement supporter la montée en charge, va pouvoir être optimisé, on va pouvoir le déployer sur des hébergements de type CDN, c'est-à-dire vraiment au plus près des utilisateurs. Voilà. Donc ça, c'est une solution qu'on a développée, qu'on continue à faire évoluer, sur lequel notre site e-Océan est développé et qui permet aussi d'être très bien référencé puisque Google favorise ce mode de fonctionnement. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur cette solution IOCMS, nous avons une petite conférence la semaine prochaine sur Unitech à Montpellier. Je vous invite à participer avec plaisir. C'est une conférence plutôt technique, hein, mais je pense que ça peut être intéressant. Conclusion, donc les différents points que nous avons pu voir, c'est qu'aujourd'hui, l'augmentation de l'impact carbone, on a une augmentation aujourd'hui de l'impact carbone au niveau national et mondial, de plus en plus de projets et une multiplication des terminaux qui font que on en consomme de plus en plus, donc il faut arriver à réduire au maximum l'utilisation de ces différentes solutions. Aujourd'hui, on a des contraintes législatives très importantes pour essayer de modifier et de diminuer cette empreinte environnementale. Les consommateurs aussi sont de plus en plus exigeants de ce côté-là et de plus en plus regardants sur les différents produits. Et les collaborateurs, vos collaborateurs sont aussi sensibles à cette problématique, et notamment les jeunes. Si vous voulez effectivement embaucher des jeunes, c'est un vrai choix pour eux en fait. Donc la solution de votre côté, c'est effectivement d'intégrer l'éco-conception dès le cahier des charges, au plus tôt au niveau de votre projet, et ne pas attendre que le projet soit réalisé pour essayer de trouver des solutions d'amélioration, essayer de l'intégrer dès le départ, pour ensuite pouvoir évaluer l'empreinte carbone de vos projets et faire en sorte que cette empreinte diminue. Si ça vous intéresse, nous avons un petit livre blanc, donc je vous ai mis le QR code pour pouvoir le télécharger.
Vous aurez le fichier PDF dans la présentation là. On va vous le mettre, et il sera téléchargeable et le replay, le webinaire sera disponible en replay. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. Alors, j'ai une question. Hop là. Pardon. Une question. Quid du SaaS Claude, y a-t-il des études qui montrent si c'est plus éco-responsable que d'avoir nos propres serveurs? Alors, il y a sans doute des études. Là, je pourrais pas vous le dire. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'effectivement, à partir du moment où vous allez utiliser, vous pouvez avoir un environnement sur votre propre serveur qui soit sans doute aussi éco-responsable, peut-être même plus que certains hébergeurs. Vous pouvez l'avoir chez vous. Par contre, ça va vous demander des compétences très importantes. C'est-à-dire qu'il va falloir, de votre côté, être en capacité d'évaluer les performances énergétiques et éco-responsables de ces différents serveurs. Il va falloir que vous puissiez aussi évaluer la connexion Internet. Enfin, il y a énormément de critères qui font que pour optimiser ça sur vos propres serveurs, vous risquez fortement ça demande de grosses compétences. Donc la solution, j'ai envie de dire, de facilité aujourd'hui, c'est plutôt de passer sur des solutions en mode hébergé à l'extérieur, en se garantissant par contre que les hébergeurs que vous choisissez sont des hébergeurs éco-responsables. Voilà. Y a-t-il des modèles de questionnaires pour évaluer l'éco-responsabilité d'un fournisseur? Alors, des modèles de questionnaires, je ne crois pas. Aujourd'hui, il y a des guides de bonnes pratiques qui existent. Donc, vous pouvez, il y en a beaucoup. Il y a Green IT qui en propose. Il y a différentes sociétés, différentes structures qui proposent ce genre de choses. Des guides de bonnes pratiques en termes soit d'hébergement, soit de développement, soit d'intégration. Donc, vous pouvez plutôt demander à vos fournisseurs qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui vous garantit, qu'est-ce qui permet de garantir qu'ils sont éco-responsables par rapport à ça. Aujourd'hui, nous, par exemple, nous utilisons deux, trois guides que nous avons un petit peu fusionnés, puisque par rapport au développement d'applications qu'on peut faire, il y a des critères qui sont pas judicieux en fait dans ces guides. Nous, on fait pas du site web, on fait vraiment du développement applicatif sur Internet. Donc, on a des contraintes un peu différentes par rapport à ce qui peut être mis dans ces guides de bonnes pratiques. Mais il y a certains points qui sont intéressants qui remontent dedans. Donc voilà, on essaye. Aujourd'hui, on essaye un petit peu de construire un guide de bonnes pratiques un petit peu interne à nous en utilisant les différents guides qui peuvent exister. Mais de modèle de questionnaire, je ne crois pas, j'en ai jamais vu. L'architecture de tout ce qu'il faut pour des vidéoconf est-elle plus éco qu'un déplacement? Y a-t-il des études là-dessus? Alors, je ne sais pas s'il y a des études. Je suis persuadé que une visioconférence sera beaucoup moins énergivore qu'un déplacement en train, par exemple, qui aujourd'hui fait partie. Bien entendu, ça va dépendre. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis à Beauvais, e-Océan est à Montpellier, donc je descends régulièrement parce que j'ai quand même besoin de rencontrer les équipes et de faire des points avec eux. Et le présentiel est aussi nécessaire, mais je fais très régulièrement, pratiquement tous les jours, des visioconférences. C'est sûr que faire une visioconférence d'1 heure me coûtera beaucoup moins cher que de faire un déplacement de 6 ou 7 heures aller-retour, voire 8 ou 9, parce qu'en plus je suis pas à côté de la gare, donc je prends ma voiture, pour faire la même réunion d'1 heure. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de débat. Même si ça consommera beaucoup moins, quoi. Après, des études précises, peut-être, j'en connais pas. Bonjour, par quel procédé pouvons-nous encourager nos collaborateurs à adopter des comportements éco-responsables dans leur utilisation quotidienne des technologies? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Alors déjà, il y a effectivement des questions de bon sens. Ce qui est très important,
qui est très important, notamment par rapport aux collaborateurs, c'est de ne pas partir, enfin, qu'ils ne voient pas ça que comme une contrainte. Euh, le côté éco-responsable, c'est aussi bien pour eux. Donc, nous, on a fait de notre côté, par exemple, un espèce de midi sondage sur des idées que les gens pouvaient avoir pour essayer d'améliorer les choses en termes d'éco-responsabilité. Et là, c'est pas forcément lié à des projets IT. Par exemple, chez nous, dans notre cuisine, on a des tupperwares, enfin, en verre, hein, pour le coup, pas en plastique, mais on a des contenants. Et lorsque les gens vont commander des repas à l'extérieur, ils amènent les contenants et on utilise ces contenants réutilisables. On demande pas, on récupère pas des boîtes en carton ou des nouveaux plastiques qui vont être jetés. Voilà, c'est des petits gestes, mais qui permettent déjà d'ancrer dans l'esprit des gens le fait que essayons de changer le modèle, essayons de changer notre façon de faire. Ce que je vous disais, on a mis en place par exemple des interrupteurs. Donc c'est plutôt des propositions qui vont permettre d'améliorer les choses. Ça c'est dans la vie de tous les jours, on va dire, au travail, et ça concerne tout le monde, pas simplement l'équipe de développement ou voilà, ça concerne absolument tout le monde dans l'entreprise. Et ensuite, dans la mise en œuvre d'applications, le développement d'applications, bah, mettre en place des guides de bonne pratique, les former là-dessus, leur faire toucher du doigt, faire des exemples, faire des tests. Hein, c'est aussi très intéressant de pouvoir passer un petit peu de temps. Alors, c'est toujours un peu, forcément, ça coûte un peu d'argent, mais je veux dire, c'est intéressant pour une équipe de développement de pouvoir mettre en avant et valider un certain nombre de tests et vérifier que ce qu'ils proposent est effectivement opérationnel et réduit les co-responsabilités. Et donc des guides de bonne pratique, il y en a un certain nombre qui existent, que vous pouvez trouver très, très facilement sur Internet, qui vous permettent de voir ce qu'il faut faire. Dans le dev de sites ou applications, je crois qu'il y a des charges pour faire des sites ou applications économes. Voilà. Alors, c'est pas vraiment des charges, c'est ce que je disais. C'est plus des guides de bonne pratique. Il y a deux choses, en fait. Pour le développement lui-même, il y a des guides qui vont aider les développeurs pour faire des sites, des applis le plus éco-responsable possible. Et après, vous avez aussi des labels ou des critères. Par exemple, aujourd'hui, Green IT propose ce qu'ils appellent l'éco-index, qui permet en fait d'estimer sur un site internet la consommation à la fois en CO2, en eau, en électricité, nécessaire pour faire tourner et surtout pour que vos utilisateurs puissent consulter votre site. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a d'autres index qui existent et qui permettent de faire ce genre de choses, mais bon, par exemple, celui-là, nous, on l'utilise pas mal, parce qu'il est assez simple à comprendre et à appréhender. Ça va mesurer, par exemple, pour afficher une page web, est-ce qu'on a besoin de lancer 10 requêtes, est-ce qu'on a besoin de lancer 150 requêtes, quelle est la taille des pages, est-ce que les images qu'on télécharge sont optimisées, enfin voilà, tout un tas de critères par rapport à ça, et ça va vous donner pour chacune de vos pages un score. L'éco-index A, ça fait partie justement de la présentation qu'on fera la semaine prochaine à Sunitech. Le but, nous, c'était d'arriver à un éco-index A sur un maximum de pages. C'est ce qu'on a réussi à faire sur notre site internet e-Océan avec cet outil, avec l'outil qu'on a mis en œuvre. Voilà, si on arrive à avoir un maximum d'éco-index A sur vos pages, ça veut dire que votre site sera le plus éco-responsable possible. Existe des normes ou des certifications spécifiques pour mesurer et attester de l'éco-responsabilité d'un projet? Alors, ça répond un petit peu, enfin, la réponse est un petit peu été dite précédemment. Il y a effectivement des méthodes de calcul qui vous permettent de vérifier que votre projet est éco-responsable au final et consomme le moins possible. Des sites web que vous avez réalisés et que nous pouvons consulter. Alors, notre site web, par exemple, le site web e-Océan, vous pouvez le vérifier, vous pouvez lancer la procédure pour calculer l'éco-index. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à la moitié des pages en éco-index A. On va dire une petite moitié éco-index A, un peu plus grosse moitié en éco-index B, et je crois qu'on doit en avoir une ou deux encore, je crois, en éco-indexé. Je suis pas sûr, je pense qu'on les a toutes migrées en B, mais il y en a peut-être encore quelques-unes. Donc il y a encore des choses à améliorer là-dessus, mais on est déjà pas mal. Si vous regardez par rapport, enfin, si vous lancez le critère de recherche, on est dans quelque chose de, enfin, on est assez content du résultat. Vous faites une analyse des différents scopes d'émissions avant de travailler. Alors, là, je ne comprends pas très bien la question. Pouvez-vous remettre le scan code? Ça, je vais le faire tout de suite, parce que c'est facile. Je ne comprends pas très bien la question, Fabien.
Le problème de ces bilans carbone de sites web, c'est ultra superficiel surtout. Ça mesure le poids de la page web, mais ce n'est pas ultra léger pour savoir l'empreinte totale. Par exemple, on ne sait pas la charge de back-end. Tout à fait, je suis bien d'accord. Alors c'est pour ça aussi que justement la solution qu'on a mis en place nous est complètement ne nécessite zéro back-end. C'est-à-dire que on publie des pages HTML qui sont stockées sur un serveur web et donc, on a juste un serveur HTTP qui va aller consulter cette page. Il y a zéro traitement fait au niveau du serveur pour consulter, à part envoyer le fichier. Mais voilà, ça je suis complètement d'accord. Ce que ça mesure, c'est le résultat, c'est le rendu. Donc après, c'est compliqué de mesurer. Enfin, sur ce genre de choses, ça va être compliqué parce qu'il faut connaître toute l'infrastructure pour avoir une évaluation un peu plus précise. Mais c'est déjà un bon indice. Déjà savoir qu'une page est légère, ça veut quand même dire que la personne qui a conçu son site s'est posé la question à ce moment-là. Les émissions des entreprises sont séparées selon les scopes de leur émission, scope 1, 2 et 3. Alors là, je vous avouerai que je ne sais pas ce que représentent ces scopes, pour le coup. Oui, alors là, on parlait quand même de la partie projet IT, hein, donc c'est pour ça qu'on s'est un peu focalisé sur ce, sur ce, sur cette partie-là. Ok. S'il y a plus d'autres questions, bah écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire, et puis d'avoir bien participé sur les questions. C'est toujours intéressant d'avoir des retours et d'essayer de répondre. J'espère avoir répondu le mieux possible. Donc le webinaire sera disponible en replay, je crois, d'ici 24 heures à peu près, et on vous mettra aussi le PDF téléchargeable si vous voulez récupérer des informations par rapport à ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.